Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, Monsieur le Directeur général du Fonds de développement de l'élevage, Monsieur le Directeur général de la production animale, Monsieur le Directeur général du Fonds national de la finance inclusive, Monsieur le Directeur général du développement de l'industrie numérique, Monsieur le Secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière, chères participantes et participants, bonjour. L'honneur est pour moi de prendre la parole au nom de UNCDF à l'occasion du présent atelier de restitution de l'étude sur les opportunités de digitalisation de la filière élevage au Burkina Faso. UNCDF, agence du système des Nations Unies, promeut les investissements dans les 47 pays les moins avancés et intervient dans 3 domaines: le développement local, la finance inclusive et numérique, et les investissements à travers une facilité de garantie. UNCDF crée de nouvelles opportunités au profit des populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises formelles et informelles. UNCDF met en œuvre au Burkina Faso le PARI, programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations du Burkina Faso à travers les innovations financières et digitales, avec le soutien financier de la coopération luxembourgeoise. Ce programme a pour objectif de contribuer de manière durable à l'accroissement de la productivité et des revenus en tirant profit du potentiel des innovations digitales afin d'améliorer l'accès au financement et aux opportunités économiques pour les femmes, les jeunes, les exploitants agricoles, les micro, petites et moyennes entreprises. Au Burkina Faso, l'élevage constitue un secteur clé de l'économie. La digitalisation de la filière donc pourrait être le meilleur moyen pour optimiser et sécuriser la création des richesses. Au regard des potentialités et de l'importance des flux physiques et financiers dans la filière élevage, volaille, bétail, viande, UNCDF, en tant qu'acteur majeur engagé pour des économies numériques inclusives, a souhaité y contribuer à travers la présente étude, afin de ne laisser aucun Burkinabé de côté à l'ère du numérique. Chers participants et participants, le but de cette rencontre est de restituer les résultats de l'étude sur les opportunités de digitalisation de la filière élevage pour une appropriation des parties prenantes. Étant de divers horizons avec des expériences variées, je vous exhorte à faire de cet atelier un véritable cadre d'échange et de partage d'expériences. Pour finir, je voudrais réitérer mes remerciements à tous d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Excellent atelier à toutes et à tous. Je vous remercie. Alors, avant de passer à la présentation, je voudrais juste vous informer que vous pouvez dès maintenant entrer vos questions donc, dans le chat. Le chat est ouvert, vous pouvez déjà commencer à entrer vos questions et vous aurez les réponses au fur et à mesure. Je passe donc la parole au chef de projet du cabinet Amarante, M. Jean-Jacques Essom-Bell. Jean-Jacques, à vous. OK, merci Janine. OK, merci à tout le monde, merci à toute l'assistance, toute l'audience. Donc, je vais présenter pendant les 1 ou 2 heures que nous aurons à passer ensemble, etc., les principaux résultats donc, du travail qui a été fait dans le cadre de la filière élevage au Burkina Faso. Donc, il y aura une présentation suivie évidemment de questions, réponses, etc. Il faut également savoir qu'il y aura à certains moments de cette présentation quelques petites questions sous forme de quiz qui vous permettront vous-même déjà de
voir un peu quelle compréhension, quel niveau de connaissance vous avez de la filière, et puis de voir si les résultats qui seront présentés sont en phase avec l'idée que vous faites de la filière. Donc, notre présentation sera articulée autour de 4 points, 4 grandes sections. La première traite des objectifs et de l'approche méthodologique. La deuxième partie va traiter de la cartographie de la filière élevage au Burkina Faso, en présentant d'ores et déjà que cette filière en fait se compose de 2 sous-filières. Ensuite, troisième partie, on va un peu parler des caractéristiques des éleveurs. Caractéristiques des éleveurs parce que c'est un élément central qui nous permettra donc de nous acheminer ou alors de terminer avec la digitalisation. Dans la quatrième partie, opportunités et recommandations de la digitalisation de la filière élevage au Burkina Faso. OK. Donc, nous débutons donc avec la première partie, les objectifs et l'approche méthodologique. La question centrale qui a guidé toute cette recherche était la suivante. Donc, comment accroître les revenus des éleveurs, renforcer leur résilience, et tout cela évidemment en améliorant l'efficience, mais également l'efficacité de la chaîne de valeur. Et cet objectif de recherche, donc, ou alors cette question centrale, induisait donc 4 préoccupations bien spécifiques. La première, c'était avoir ou alors produire une cartographie détaillée de la chaîne de valeur de la filière élevage au Burkina Faso. Ensuite, il s'agissait donc également d'identifier l'accès ou alors de comprendre, d'appréhender l'accès et les besoins en services financiers et non financiers. Une fois que c'était appréhendé, il fallait donc une description bien approfondie des flux financiers et non financiers. Et sur cette base, donc, sélectionner quelques flux à digitaliser, une fois de plus des flux financiers et non financiers. Je l'ai dit en propos préliminaire, mais il faut également le rappeler, parce que ça reviendra à plusieurs reprises lors de cette présentation. La filière élevage comporte 2 sous-filières, viande bétail d'un côté, volaille de l'autre côté. Et on comprendra donc la distinction, l'importance de cette distinction lorsqu'on parlera de la cartographie ou alors lorsqu'on abordera les caractéristiques spécifiques des uns et des autres. OK. Bon, les zones de recherche, là, il ne s'agissait pas de couvrir tout le territoire, mais nous nous sommes concentrés sur 3 régions. La région du centre-ouest, que vous voyez en vert, là, signal vert. La région centre-sud, en jaune. Et puis la région du centre-est. Ce sont les 3 régions qui constituent, si vous voulez, le champ d'investigation de notre travail. Maintenant, au niveau de l'approche méthodologique, OK, la complexité de cette recherche faisait qu'il fallait à tout prix, qu'il fallait éviter de se louper au niveau de la forme de l'étude et être le plus exhaustif possible au niveau des cibles de l'étude. Au niveau de la forme de l'étude, il fallait à tout prix mêler ou alors combiner une étude qualitative et une étude quantitative. C'était vraiment important d'abord d'avoir les 2 aspects. L'étude qualitative d'abord pour avoir tout ce qui est en tous ces éléments liés à l'attitude, à la compréhension, à l'identification des challenges, etc. Et là, pour cela, nous avons donc procédé à des focus group 24 exactement et à des entretiens individuels en profondeur avec certains responsables, avec certains acteurs majeurs. Et là, il y en a eu 34. Et tout cela nous a permis donc de bien préparer, de designer donc une enquête par sondage qui nous a permis de toucher 263 éleveurs et éleveuses de viande, bétail et viande, comme je le disais tantôt, et de volaille également. Donc ça, c'est en ce qui concerne la forme de l'étude. S'agissant de la cible, il fallait à tout prix que la méthodologie soit articulée autour de 2 critères pour qu'elle soit cette méthodologie la plus exhaustive, la plus large possible. D'abord, au niveau des activités, il fallait à tout prix toucher les éleveurs de viande bétail, mais également les éleveurs de volaille, caractéristiques donc de cette filière. Et ensuite, sur le plan socio-démographique, il fallait toucher aussi bien des hommes que des femmes. Nous verrons tout à l'heure que selon la cible, les résultats n'étaient pas les mêmes, soit en termes de pénétration, peut-être du digital, maturité digitale ou alors activité, ce n'était pas la même chose. La même préoccupation donc nous guidait pour aborder le volet jeunes et adultes de l'autre côté, etc. Donc voilà les 2 éléments donc, qui nous permettaient donc d'avoir une approche méthodologique permettant donc de bien appréhender la complexité et toute la profondeur de la filière élevage au Burkina Faso. Il faudra également rappeler que l'étude terrain dont la collecte des données a duré pratiquement 5 semaines, plus de 5 semaines même, du 25 septembre au 31 octobre 2020 plus précisément.
OK. OK. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aborder ce qui a trait aux principaux enseignements. Premier enseignement, c'est à travers donc cette seconde section, cartographie de la filière élevage au Burkina Faso. OK. Donc, chaque fois ici, présenterons certains éléments liés à la sous-filière viande bétail et d'autres éléments liés à la sous-filière volaille. Cartographie de la sous-filière viande bétail, il faut savoir qu'il y a 4 grandes catégories d'acteurs. Les fournisseurs, les producteurs, les transformateurs, les acteurs du commerce. De manière individuelle, ou alors si vous voulez, si on parle de types d'acteurs ou alors de sous-acteurs spécifiques, il y en a pratiquement une cinquantaine. Mais là, ce qu'on a fait, c'est juste extraire les acteurs les plus saillants dans chaque catégorie. Donc, au niveau des fournisseurs, nous avons les fournisseurs d'aliments, les fournisseurs d'équipements, les vétérinaires, les agriculteurs, etc. Au niveau des producteurs, nous avons les éleveurs locaux. Mais à côté de ça, nous avons également les fermes modernes et les bergers, d'autres. Ensuite, nous avons les transformateurs, charcutiers, grilleurs, braiseurs, etc. Et les acteurs du commerce. Ceux-là sont tellement nombreux que nous avons dû procéder donc à une subdivision en distinguant les acteurs de la commercialisation interne d'un côté, d'une part, c'est-à-dire les vendeurs sur le marché, les restaurateurs, etc. Et d'autre part, les acteurs du commerce extérieur. Là-dedans, on a donc les acheteurs extérieurs, les transporteurs, etc. Tous ceux qui sont en relation avec ces marchés frontaliers. Il faut également préciser, avant de passer au flux, que la filière bétail-viande comporte les bovins, c'est peut-être la plus grande partie de manière apparente, mais également les ovins, les caprins, les porcins, etc. Et même le petit bétail qui, soit dit en passant, mobilise beaucoup plus les femmes. OK. Donc, nous allons aborder maintenant les flux financiers. Le titre de la slide que vous avez en face de vous dit tout. C'est-à-dire les flux de règlement sont tellement complexes que nous sommes obligés de les présenter de cette façon. Et c'est la manière, j'ai même envie de dire, la plus synthétique que nous avons trouvée pour représenter. Mais ça, c'est aussi lié à la multitude d'acteurs qu'on retrouve sur le marché. Nous avons donc tout en bas les fournisseurs de produits vétérinaires, les fournisseurs d'aliments, etc. Et ceux-là reçoivent donc les flux de règlement de la part des éleveurs locaux, des emboucheurs, des fermes modernes, etc. OK? Et ceux-là, ces 3 catégories reçoivent donc des règlements des collecteurs, mais également, à certains moments, des charcutiers grilleurs, mais également des laitiers. Il faut également préciser que les marchands du bétail, par exemple, procèdent à des règlements vers les intermédiaires, les négociants, etc., et même les grossistes et semi-grossistes. Une précision à faire, c'est que lorsque vous regardez à droite, là, vous avez les organismes tels que les mairies, police municipale, les impôts, les services de nettoyage, etc. Donc, sont à la fois des facilitateurs des organes de contrôle, etc., qui reçoivent donc des règlements réguliers de la part des grossistes, des marchands de bétail, etc. Donc, vous regardez également tout en haut, vous avez tout ce qui a trait aux marchés extérieurs, là. Marchés frontaliers, marchands exportateurs de bétail, etc. Ceux-là sont en relation plus ou moins directe avec les intermédiaires, négociants, transporteurs, etc. De même que tout à gauche, vous avez les marchés locaux. Les marchés locaux, donc, qui s'approvisionnent, on va dire, tantôt chez les abatteurs, tantôt chez les charcutiers, etc. Même chose en ce qui concerne les consommateurs nationaux, qui ont une forme vraiment atomistique. Là-dedans, vous avez les particuliers, les restaurants, les hôtels, les camps militaires, les cérémonies privées, etc. Donc, c'est dire l'importance de la sous-filière viande bétail, etc., tant au niveau des acteurs principaux de la production, de l'intermédiation, que des consommateurs. OK. Ensuite. OK. Maintenant, nous allons passer à la sous-filière volaille. OK. Juste avant de continuer, nous avons juste présenté les flux de règlement, flux dits financiers. Et nous verrons tout à l'heure également les flux non financiers, puisqu'on en a parlé lors de l'introduction, etc. Mais nous verrons que ce sont les mêmes en ce qui concerne les deux filières. Donc, c'est pour ça que nous passons d'abord à la cartographie de la filière, sous-filière volaille. Là, une fois de plus, alors exactement comme ce qui a été vu au niveau de la filière viande bétail, il y a quatre grandes catégories d'acteurs. Les fournisseurs, les producteurs, les transformateurs, les acteurs du commerce.
Au niveau des catégories d'acteurs, c'est la même chose, mais c'est au niveau des acteurs spécifiques qu'il y a des différences. Au niveau des fournisseurs, ça ne se voit peut-être pas, mais au niveau des producteurs, là, évidemment, il y a également les éleveurs locaux, mais il y a aussi les fermes de poulets. Et là, il faut savoir qu'il y a donc, ceux qui se spécialisent dans les poules pondeuses, d'autres qui se spécialisent dans les poulets de chair, etc. Et il y a également les accouveurs. Ça, c'est au niveau des producteurs. Au niveau des transformateurs, il y a les griots de poulet, les charcutiers et d'autres. Et au niveau des acteurs du commerce, la même atomisation que ce qu'on avait vu au niveau de viande bétail. Il était en deux, les acteurs du commerce, de la commercialisation interne et les acteurs du commerce extérieur. Au niveau du commerce extérieur, il n'y a pas de grosse différence, mais au niveau du commerce interne, il y a quand même des éléments, des acteurs spécifiques tels que les abatteurs, plumeurs, etc. Et cela, bien évidemment, c'est spécifique à la volaille. Il faut également préciser qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs en termes de taille. Vous avez les petits producteurs, les producteurs moyens, les grands producteurs, etc. Et ça, c'est lié beaucoup plus au nombre, à la taille du cheptel exploité. OK? OK. Là, au niveau des flux financiers, nous avons la même complexité que ce qui avait été constaté au niveau de la sous-filière viande, bétail, etc. La même physionomie, même j'ai envie de dire également, sauf qu'ici, on ajoute évidemment certains acteurs spécifiques. Quand vous regardez la deuxième catégorie en partant du bas, il y a les éleveurs locaux, évidemment, mais il y a également les fermes de poulets de chair, les fermes de poules pondeuses, les fermes les accouveurs, etc., autant pour moi, etc. Il faut également préciser au milieu, là, on voit les marchands de poulets, mais également les commerçants. Donc ça, c'est un autre produit spécifique dont à la filière volaille, etc., qui sont en relation directe avec les éleveurs, etc., les fermes, ou alors en relation indirecte à travers les collecteurs. Pour le reste, c'est à peu près la même physionomie, le même schéma qu'en ce qui concerne la sous-filière viande bétail, à savoir les organismes tels que les mairies, les impôts, etc., les marchés locaux et tout ce qui a trait au commerce international, là, marchands, exportateurs de volailles, marchés frontaliers, etc. Okay. Donc, une fois qu'on a présenté donc, les flux financiers pour chacune des deux filières, on peut donc aborder les flux d'informations, les flux non financiers, ici spécifiquement les flux d'informations. Ici, vous avez d'abord trois blocs qu'il faut présenter. Ça se voit au niveau médian. Vous avez les organismes à gauche, vous avez les producteurs à droite et les intermédiaires au milieu. Les organismes, il s'agit essentiellement des services étatiques tels que les ministères et des services privés, vétérinaires, formateurs, etc. À droite, au niveau des producteurs, vous avez donc nos fameux acteurs de la production, les éleveurs, les associations dont font partie certains d'entre eux. Et entre les deux, nous avons les intermédiaires, tels que des agents techniques, des vétérinaires, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, c'est la nature de l'information. Lorsqu'on parle de flux d'information, forcément, la question qu'on se pose, c'est quel type d'information circule. Il y a les informations qui ont trait à la production, j'appelle ça information technique, par exemple les maladies des animaux, vaccination, toutes ces choses. Il y a les informations commerciales et financières. J'appelle ça donc tout ce qui a trait au prix, aux opportunités de vente, etc. Donc ça, c'est le type d'information. Et la deuxième question qu'on se pose lorsqu'on analyse les flux d'information, c'est bien évidemment les moyens utilisés, les médias d'information. Nous avons l'audiovisuel, nous avons les points de rassemblement tels que les réunions, les marchés, etc. Nous avons également des outils digitaux ou non, tels que les téléphones, smartphones, etc. Une fois que ça, c'est bien compris, voilà, l'autre question qu'on se pose, évidemment, c'est quels sont les types de flux? Là, il y a deux manières d'aborder les types de flux. Il y a le flux sortant et les flux entrants. OK, ça, c'est la première chose. Ensuite, les flux directs et les flux indirects. Direct en ce sens que ça part directement des organismes vers les producteurs ou des producteurs vers les organismes. Et indirect parce qu'on utilise donc nos fameux intermédiaires. Donc, flux indirect, organisme intermédiaire et ensuite intermédiaire producteur, ou alors producteur intermédiaire et ensuite intermédiaire organisme. OK. Et tous ces éléments sont extrêmement importants parce que c'est la compréhension de ces éléments qui permettra donc de faire les propositions en matière donc de digitalisation des flux non financiers.
OK. Maintenant, nous allons donc, et je le disais tantôt, nous allons donc passer, avant de passer donc à la partie suivante qui concerne la présentation donc des caractéristiques des éleveurs, nous allons donc passer au premier quiz. OK, parce qu'il y a 3 questions qui seront posées. Oui. Janine, quiz. Oui, Jean-Jacques, merci. Alors, c'est l'heure du quiz. Oui, première question. La question est la suivante. Quelle est, selon vous, la proportion des éleveurs qui déclarent manipuler aisément les smartphones? Je reprends la question. Quelle est, selon vous, la proportion des éleveurs qui déclarent manipuler aisément les smartphones? OK. Alors, on a 10%, on a 20%, on a 30% et on a 40%. À vous. Ouais. Juste pour préciser que l'importance de la question tient évidemment à la digitalisation. C'est très important de suivre donc ce genre de statistiques pour voir qu'est-ce qui peut être fait en matière de digitalisation parce que le smartphone, évidemment, c'est un outil très important à ce niveau. Jean-Jacques, vous donnez encore quelques minutes là, quelques secondes pour répondre à la question. D'accord. Je rappelle que la réponse à cette question suivra alors. Donc, à vous, Jean-Jacques. OK, merci. Merci, Janine. OK, donc là, nous allons donc aborder la 3e section. OK. 3e section qui a trait donc à la description donc des caractéristiques donc des éleveurs. OK. OK. Caractéristiques donc des éleveurs. Il faut savoir, la description des caractéristiques des éleveurs va permettre donc de comprendre en fait comment est-ce qu'ils se comportent, quelle est leur structure, quel est leur niveau de revenu, quelle est leur maturité digitale, etc. S'agissant justement des revenus des éleveurs, avant d'aborder donc de manière spécifique donc des revenus, les revenus, évidemment, on sait que ça découle de certaines activités. Et ce qu'il est intéressant de noter, ou alors surprenant de constater, c'est que bien que nous parlions des éleveurs, soit de viande bétail, soit de volailles, etc., on constate que pratiquement 80% de nos acteurs ont des revenus provenant de l'agriculture et 60% ont des revenus provenant du commerce. Et donc, c'est à côté donc, de ces revenus provenant tantôt de l'agriculture, tantôt du commerce et parfois même des deux, que nous retrouvons donc l'activité que nous sommes en train d'analyser maintenant. Donc, les éleveurs de volailles, 69%, près de 70%, et les éleveurs de bétail, viande, 47%, donc ont leur revenu qui vient de cela, provient de cela. Le revenu moyen, donc, sur cette base, le revenu moyen de l'éleveur, donc, est d'à peu près 56 000 francs CFA. Et là, il y a quand même une grande dispersion, parce que nous avons constaté que 25% à peu près des éleveurs ont des revenus inférieurs à 30 000 francs CFA et certains d'entre eux ont des revenus supérieurs à 100 000 francs CFA. Donc ici, il s'agit donc d'une moyenne pondérée 56 000 francs CFA par mois. OK. Mais là, il est quand même important de noter que, si on peut revenir, il est important de noter que bien que le revenu moyen se situe à peu près à 56 000 francs CFA, le revenu moyen des femmes, lui, il est largement inférieur, 37 000 francs seulement, etc. Donc, il y a quelque chose à faire en matière donc, de réduction des inégalités. Nous verrons tout cela dans le cadre donc, des propositions en matière de digitalisation. OK? OK. Un problème déjà qui apparaît ici en dehors donc, des inégalités de revenus, c'est celui de l'accès au financement. Comme toute exploitation, évidemment, il faut financer déjà l'exploitation jour le jour, mais également la croissance de l'activité, la croissance du business, etc.
Et nous avons constaté avec les éleveurs que, en fait, près de 80% d'entre eux ont reconnu avoir des difficultés à financer leur activité. Et quand on dit difficulté à financer l'activité, c'est à deux niveaux. Le montant de leurs fonds, déjà, et ensuite l'accès même au crédit, puisqu'on ne peut pas, évidemment, je veux dire, la déontologie, l'orthodoxie financière dit qu'on a quand même besoin parfois de procéder donc à des emprunts pour financer un peu l'activité, etc. Donc, non seulement il y a un problème de fonds propres, de niveau des fonds propres, mais il y a également un problème d'accès au crédit. Et autant ça touche d'abord de manière générale tous les éleveurs, mais ça touche de manière très spécifique les femmes et les jeunes. D'ailleurs, on peut voir avec les deux verbatims que vous voyez à l'écran que si on prend par exemple le verbatim de l'Association des éleveurs de bétail de Bitou, les jeunes et les femmes ne bénéficient pas de financement et souvent sont obligés d'adhérer à d'autres structures. OK. Juste avant de continuer maintenant, on va passer au deuxième quiz. Janine, deuxième quiz. Vous verrez plus loin que certaines réponses. Donc, alors, pour le deuxième quiz, la question est la suivante. Quel est parmi les propositions suivantes l'usage qui est le plus fait des outils digitaux par les éleveurs? Je reprends. Quel est parmi les propositions suivantes l'usage qui est le plus fait des outils digitaux par les éleveurs? Alors, vous avez le choix ici entre être informé des opportunités de financement, être informé sur les prix, être informé sur les maladies des animaux, recevoir des alertes météo. Vous avez quelques secondes donc pour répondre à ce quiz. OK. Jean-Jacques, à vous. OK, donc la première question avait trait, on l'a vu, à la pénétration, à l'adoption un peu du digital, etc. Mais adoption du digital, c'est quelque chose, mais il faut également savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'outil digital. Si c'est juste pour passer des appels, OK, parler un peu comme on dit entre guillemets, du beau temps avec les amis, ce n'est pas très utile pour nous à ce niveau-ci. Ce qu'il faut, c'est savoir exactement qu'est-ce que nos éleveurs font avec les outils digitaux dont ils ont la possession, etc. D'où l'intérêt de cette question. Donc, quelles sont parmi les propositions suivantes l'usage qui est le plus fait des outils digitaux? Okay. Et comme pour la première question tout à l'heure, donc dans le déroulé donc de l'exposé, donc vous aurez donc la réponse donc à cette question et ça vous permettra de voir si avant même d'avoir suivi la présentation, vous avez une connaissance plus ou moins avancée de ce secteur d'activité. Encore quelques secondes. OK. Ensuite, il y aura une autre question, toujours choix multiple, etc., qui permettra donc de bien comprendre, etc. OK. 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 Ah, je vois que vous avez donc les résultats devant vous, les résultats de l'étude, etc. Donc, nous allons voir ensemble, en fait, quelles sont les réponses, etc. Vous verrez que, certains d'entre vous sont tombés pile poil sur la bonne réponse. OK. On peut continuer. OK. Bon, donc on était sur l'accès, voilà. Maintenant, on passe à l'accès à l'information. Tout à l'heure, nous aurons certaines réponses. L'accès à l'information, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, je veux dire, lorsqu'on parle de droit fondamental de l'être humain, on parle donc de la communication, de l'information, etc. Et là, on constate au Burkina Faso et dans le paysage des éleveurs que le bouche à oreille demeure la principale source d'information, suivi de la radio et de la télévision, le bouche à oreille. Pratiquement 86% d'entre eux utilisent beaucoup plus le bouche à oreille pour s'informer. S'informer sur quoi? Sur les maladies des animaux, programmes de vaccination, les techniques d'élevage, les données sur les intrants, l'actualité de la filière, les crédits relatifs à l'élevage, prévisions météo, etc. OK. C'est bien de noter que les informations techniques, maladies des animaux, techniques d'élevage, etc., données sur les intrants, intéressent beaucoup nos éleveurs.
Mais quand même, désolant de constater que les crédits relatifs à l'élevage, intéressent très peu. En fait, ce n'est même pas qu'ils intéressent très peu, c'est que très peu d'éleveurs ont accès à ces informations. Et si vous n'avez pas accès aux informations sur les crédits relatifs à l'élevage, bien entendu, vous aurez difficilement accès au crédit et donc vous aurez toujours des problèmes de financement donc, de votre activité. Donc là, c'est ce qui concerne l'accès à l'information. OK. Ensuite, il y a les besoins en formation. Okay. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des éleveurs comprennent l'importance de la formation. Okay. Donc, beaucoup d'entre eux reconnaissent que non, qu'ils ont besoin de développer beaucoup plus de compétences, de skills, etc., soit pour gérer leur activité donc sur le plan technique, soit pour commercialiser beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement leurs produits, etc., etc. OK. Donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, première Verbatim, où ils disent, par exemple, dans l'association des femmes éleveuses de Kupala, que la formation est une bonne chose, ça va nous aider dans notre activité. Mais il y a quand même des problèmes d'alphabétisation, mais nous allons en parler tout à l'heure. OK. Quand on prend, par exemple, le cas de la coopérative des éleveurs de Noao, on peut lire que nous avons besoin de formation en matière d'élevage et des techniques pour mieux réussir l'embouche bovine, etc. Donc là, l'importance de la formation est vraiment acquise, etc. Donc, la question maintenant, c'est quel type de formation? Et là, on va passer donc au troisième et dernier quiz. Troisième et dernière question, Janine. Troisième Jean-Jacques, quiz. Vous pouvez y aller. Troisième quiz. Non, non, je n'ai pas l'accès, comme tout à l'heure, je n'ai pas l'accès. Je n'ai pas l'accès au quiz. Poursuivez. Oui, allez-y, poursuivez, on va y revenir. Okay. Il y a juste des petits… La troisième… Allô? Oui, oui. La troisième question que nous vous proposons, en fait, c'est parmi les thèmes suivants que vous devez voir sur l'écran, quel vient en première position des besoins en formation des éleveurs? Est-ce que c'est l'éducation financière? Est-ce que c'est la formation professionnelle ou la formation à la technologie? Ou est-ce que c'est le développement de partenariats? Le vote est ouvert. Merci. OK. Donc, nous avons précisé il y a quelques instants que la plupart des éleveurs reconnaissaient l'importance de la formation. OK. L'importance de la mise à niveau de leurs compétences, etc. Donc, maintenant, la question, c'est OK. Ils sont tous d'accord que la formation, c'est important. Mais maintenant, quels sont leurs besoins? Est-ce qu'ils veulent? Est-ce que pour eux, la priorité, c'est être formé en matière d'éducation financière? Éducation financière pour qu'ils comprennent mieux comment on gère, par exemple, la trésorerie, comment est-ce qu'on monte un dossier de crédit. Est-ce que pour eux, c'est beaucoup plus la formation professionnelle dans le sens technique de la chose, etc. Ça veut dire comment est-ce qu'on gère une exploitation, etc. Comment on suit un calendrier de vaccination des animaux. Ou alors, troisième proposition, formation à la technologie. Ici, j'entends par technologie, ici, les outils digitaux, être plus à l'aise dans les outils digitaux qui leur permettront d'être plus efficaces dans l'exploitation de leur business. Ou alors, quatrième proposition, développement de partenariats, etc. On a besoin d'être accompagné pour développer notre affaire, etc. D'où ces quatre propositions liées à cette question sur la priorité en matière de besoins en formation des éleveurs. Ici, il s'agit évidemment de ce qui ressort des éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'ils perçoivent à leur niveau comme priorité en matière de besoins en formation? Encore quelques secondes. Et donc là, c'était dans la troisième et dernière question du quiz. Et là, petit à petit, donc, vous allez voir apparaître de manière plus ou moins régulière, plus séquencée, les réponses aux questions qui ont été posées. OK. Donc là, on voit déjà clairement quelle est la proposition qui revient le plus. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on constate que l'audience n'est pas loin de
d'avoir une bonne compréhension a priori de la filière élevage. OK, donc on peut continuer. OK, donc comme la plupart d'entre vous, je crois 77%, près de 80% d'entre vous ont compris en fait que la priorité du côté des éleveurs est à la formation professionnelle. 79% d'entre eux disent que la formation professionnelle est vraiment la priorité en matière de besoins en formation à leur niveau. Et en deuxième position, il y a la formation à la technologie. Okay. Donc, du coup, on peut déjà avoir, donc, en matière d'opportunités de digitalisation, on peut déjà avoir certains axes en matière de proposition. Et ce n'est qu'en troisième position qu'on trouve donc la formation à l'usage des services financiers, développement de partenariats, l'éducation financière et bien entendu, plein d'autres choses encore. OK. OK. Maintenant, abordons de manière plus spécifique la maturité digitale. OK. Maturité digitale, on a commencé de toute façon à en parler lorsqu'on parlait donc des smartphones, lorsqu'on parlait donc des résultats en matière de priorité, en matière de besoin de formation, etc. OK. Ce qu'il faut relever, c'est que la pénétration du téléphone mobile est très élevée ici, déjà, pratiquement 95%. Donc, c'est vraiment, presque un besoin maintenant essentiel, besoin primaire, etc. Okay. Et donc, c'est l'outil le plus utilisé. OK. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que 20% seulement des éleveurs manipulent aisément les smartphones. Et c'est à peu près la proportion, c'est à peu près la pénétration des smartphones au sein de cette cible, au sein de cette population. Et là, du coup, vous avez donc la réponse à la première question, au premier quiz, 10, 20, 30 ou 40%. En réalité, c'est 20% des éleveurs qui ont accès, qui disposent d'un smartphone. Donc, la pénétration des smartphones dans cette cible n'est que de 20%. OK. Nous allons voir tout à l'heure quels sont les freins. Il y a des avantages à cela, évidemment, mais il y a également des obstacles, des freins qui expliquent cela. Il faut également noter que les jeunes, et ça se voit quand même un peu partout en Afrique, que les jeunes sont plus ouverts et plus à l'aise dans l'utilisation des smartphones. 29%, donc beaucoup plus que la moyenne générale, etc. OK. Ce qu'il faut également relever, c'est que bien que la pénétration des smartphones soit relativement basse, 20%, presque tous les éleveurs, en fait 90% d'entre eux, reconnaissent l'utilité des outils digitaux pour appeler, échanger les photos, et échanger sur les réseaux sociaux, être actifs sur les réseaux sociaux, ça c'est vrai, mais également dans le cadre de leurs activités. Et là, vous voyez donc le graphique à gauche, les autres usages des outils digitaux, hors appels classiques, etc. Et là, vous avez donc la réponse également au deuxième quiz, où on demandait quels sont pour eux les usages les plus importants en matière d'outils digitaux. Okay. Et là, on voit donc que c'est d'abord être informé sur les maladies des animaux. Là, il y a deux réponses qui se côtoyaient en matière de pourcentage, etc. Mais le premier usage, c'est l'information sur les maladies des animaux. Et ça ne paraît pas si, mais vous le verrez dans le rapport détaillé, parce qu'il y a un rapport détaillé sur Word, etc. Et on verra que ce score-là atteint pratiquement les 95% au niveau de la sous-filière volaille. Mais de manière générale, dans la filière bétail, dans la filière élevage, 86% des éleveurs ont pour priorité l'information sur les maladies des animaux. Et ensuite, 70% veulent être informés sur les prix et les opportunités liées à l'activité. Là, c'est plus commercial, voir s'il y a des débouchés plus ou moins spécifiques qui leur permettent donc d'écouler donc de vendre leurs animaux ou alors les produits dérivés de leurs animaux. En troisième position, vous avez l'information sur les opportunités de financement des activités. Donc, pour eux, c'est quelque chose de très important. Donc, ils utilisent aussi les téléphones pour ça, même si l'accès au crédit reste faible, et plus particulièrement chez les femmes. Ensuite, il y a le fait de recevoir de la formation. Donc là, il est important de constater que bien qu'ils reconnaissent l'importance de la formation, très peu d'entre eux, moins du tiers, moins de 33% d'entre eux savent qu'ils peuvent recevoir des formations à travers donc, les outils digitaux. OK. Ensuite. OK. OK. Là, on parlait donc de ce fameux taux de 20% seulement au niveau de la pénétration du smartphone. La question évidente qu'on se pose évidemment, c'est savoir quels sont les freins à l'adoption, digitale. Pourquoi est-ce que, bien qu'on reconnaisse l'importance du digital,
la pénétration soit aussi faible, etc. L'analphabétisme, c'est un problème récurrent. Donc, ça ressortait de tous les modules de l'étude qualitative, c'est-à-dire les focus group, les entretiens individuels, etc. Donc, il y a un gros problème d'analphabétisme, etc. Donc, c'est un frein considérable à l'adoption des outils digitaux. Il y a même des verbatims là. Ça va nous fatiguer car beaucoup ne savent pas lire. Il y a le problème de l'analphabétisme, etc. Mais à côté de cela, dans l'enquête par sondage a permis donc d'extraire également d'autres raisons. Il y a d'abord la difficulté à utiliser les outils digitaux. Près de la moitié d'entre eux ont du mal à utiliser les smartphones ou alors toutes les fonctionnalités des smartphones, par exemple. Ensuite, pour 33% d'entre eux, il y a le problème du prix. Il y a le problème du prix des smartphones, etc. Et là, de manière non négligeable, 25% d'entre eux disent également qu'il est difficile de réparer le smartphone. En réalité, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le smartphone tombe en panne, évidemment, il faut trouver un technicien. Et parfois, le technicien, il n'est pas à portée de vue. Peut-être qu'il faut aller en ville, etc. Donc, voilà une raison pour laquelle certains se disent que, bon, OK, c'est peut-être pas le moment pour moi d'acquérir un smartphone, etc. Donc, ce sont des freins qu'il faudra lever, des obstacles qu'il faut considérer lorsqu'il faudra mettre en œuvre nos propositions pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Donc là, nous venons de terminer donc avec la troisième section liée à la présentation des caractéristiques des éleveurs. Donc, Janine, juste avant de passer dans la quatrième partie. Okay. OK. Donc, la quatrième partie a trait donc aux recommandations, mais de manière spécifique, recommandations digitales. OK. Le schéma que vous avez en face de vous est extrêmement important parce que c'est, si vous voulez, le conceptuel. C'est le résumé conceptuel de toutes les recommandations qui peuvent être faites pour dynamiser la filière élevage. Filière élevage au Burkina Faso. Et lorsqu'on voit ce diagramme, etc., on voit en réalité toute la complexité ou alors toute la largeur du spectre des recommandations qui peuvent être faites. Il y a en réalité 5 dimensions. La première dimension, tout en bas, c'est la dimension de base. À côté de ça, il y a 2 dimensions latérales, une dimension centrale et une dimension transversale. La dimension de base, c'est celle sans laquelle rien ne peut se passer, alors rien ne peut avoir d'effet positif à long terme. C'est la modernisation de la filière élevage. La filière élevage doit à tout prix être modernisée. Et là, à ce niveau, on interpelle évidemment les autorités, les acteurs privés et publics, etc. OK. Pour constituer un socle. C'est le socle sans lequel rien ne peut se passer, ne peut avoir d'effet à long terme. Ensuite, il y a la dimension latérale numéro 1, à gauche. Il s'agit du renforcement des capacités des acteurs. Capacités en matière d'information, etc. et capacités en matière de compétences, de formation. Ensuite, nous avons la dimension latérale numéro 2. Il s'agit de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous avons vu tout au long de la présentation qu'il y avait souvent des résultats très disparates selon le sexe, etc., tant en matière de pénétration ou d'adoption des outils digitaux que d'accès au crédit, d'accès à l'information, des choses comme ça, etc. Donc, il faut vraiment atténuer des inégalités. Atténuer les inégalités, ça permettra à ces 2 cibles, femmes et jeunes, de générer plus de revenus, d'être plus efficaces, etc. Et cela donc va également bénéficier aux autres acteurs de la filière sous forme donc de synergie positive, etc. Donc, il s'agit donc d'atténuer les inégalités. Au milieu, nous avons la dimension centrale. Il s'agit donc, comme on dit, du nerf de la guerre, l'argent, le financement de la filière. Rien ne peut se faire si, évidemment, il n'y a pas ce financement. Et le financement, alors, il a plusieurs facettes. Il s'agit du financement de l'activité dans le sens accès au crédit, mais il s'agit également même du financement des programmes de formation, du financement de l'accès aux outils digitaux, du financement de l'information, toutes ces choses-là, etc. Donc, c'est quelque chose de relativement central, d'où la dimension éponyme, etc. Et tout en haut, nous avons la dimension centrale. La dimension centrale, en réalité, digitalisation de la filière, consiste à arrimer la filière élevage à la révolution numérique. Tout ici, qu'il s'agisse de la modernisation, qu'il s'agisse de l'autonomisation des jeunes, qu'il s'agisse du renforcement des capacités, qu'il s'agisse du financement, tout ici nécessite l'utilisation de l'outil
et des process, des outils et des process digitaux pour être efficaces dans cette quatrième révolution révolution industrielle dans laquelle nous trouvons, etc. Donc, c'est une sorte de chapeau. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre les dimensions qui sont juste au-dessus. C'est pour ça que nous avons jugé important de présenter, d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a une dimension de base, deux dimensions latérales et une dimension centrale, mais qui ne peuvent être efficaces que si l'accent est mis sur la dimension transversale. D'où les propositions de digitalisation qui vont suivre. Okay. OK. Les opportunités de digitalisation, il y en a vraiment, il y en a une pléthore dans tous les secteurs d'activité et spécifiquement dans le cadre donc, de la filière élevage au Burkina Faso. On peut en citer une dizaine, même une quinzaine, etc., qu'il s'agisse de process ou de produits, etc. Là, nous en avons présenté 4 qui découlent naturellement de l'étude. La digitalisation des flux d'information, c'est pour ça que nous avons beaucoup parlé de l'information, des flux d'information. La digitalisation des flux et modules de formation des éleveurs, la digitalisation des flux de paiement des acheteurs de produits d'élevage et enfin la digitalisation de l'accès des éleveurs au crédit bancaire, aux finances extérieures de manière étendue, etc. Donc là, il y en a 4, mais nous allons insister ici sur 2. Mais dans le rapport détaillé, vous avez vraiment tous les détails, même les modalités de mise en œuvre, etc. Donc mais avant cela, quand on dit opportunité, forcément, il y a des freins, il y a des obstacles, il y a des goulots d'étranglement, etc. Donc, il faut en parler quand même, très brièvement. OK. Donc, la digitalisation des flux, comme vous le voyez, doit quand même relever de nombreux défis. Il y a des goulots d'étranglement, il y a des facteurs, s'ils ne sont pas pris en compte, ne permettront pas à nos initiatives d'atteindre leur pleine efficacité. Il y a d'abord le coût des transactions. Pour pratiquement 60% des éleveurs, le coût des transactions, c'est vraiment un gros désavantage du mobile money si on se focalise sur cet élément-là, sur cet outil. 60% d'entre eux. D'ailleurs, il y a ce verbatim d'un commerçant de volailles de poids dans la région du Centre-Est qui dit « Nos bénéfices dans la vente ne nous permettent pas de supporter les coûts liés aux transactions digitales. Le coût de retrait d'Orange Money est trop élevé. » Donc, il y a le coût des transactions. Ensuite, il y a le problème de réseau. Oui, vous êtes en pleine formation ou alors vous voulez avoir accès à certaines informations, mais le réseau, et pour ça vous utilisez les outils digitaux, mais le réseau de l'opérateur téléphonique, etc., n'est pas fiable. Alors, il y a des problèmes de rupture, de coupure, etc. Et du coup, vous ne pouvez donc pas avoir accès à vos informations ou à votre formation, etc. OK. Et donc, mais c'est également le cas des transactions. Vous voulez faire une transaction mobile, Orange Money, pardon, et à un certain moment donné, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des problèmes de connexion. Il y a également le problème des fraudes, des arnaques. Imaginez, vous avez un montant, par exemple, un commerçant à l'équivalent, un éleveur à l'équivalent de son revenu mensuel moyen dans son téléphone, 56 000 francs, etc. Et puis du jour au lendemain, ça disparaît, etc. Soit parce qu'il y a une fraude, soit parce qu'il y a une arnaque, des choses comme ça, etc. Donc, ce sont des éléments comme ça qui freinent un peu l'ardeur de certains éleveurs, etc. Et des choses qu'il faut vraiment considérer lorsqu'il faudra faire des propositions, etc. Et à côté de ça, il y a des éléments plus, j'ai envie de dire logistiques. Il y a par exemple l'insuffisance de points d'agents de proximité, les agents, par exemple, qui manquent de liquidité à un moment, ce qui fait que vous ne pouvez pas retirer un certain montant, des choses comme ça, etc. Donc, il y a des petits éléments comme ça et beaucoup d'autres, évidemment, qui constituent autant d'obstacles à la digitalisation donc, de la filière. Okay. Donc, maintenant, si vous voulez bien, nous allons un peu plus insister sur nos deux propositions. La première concerne la digitalisation des flux hybrides d'information et de formation. OK. 3 éléments, donc, d'abord, qui ont été relevés, constatés dans le cadre des précédentes slides, c'est que 96% des éleveurs déclarent avoir besoin de développer leurs compétences. Donc, pour pratiquement tous les éleveurs, la formation, c'est quelque chose d'important. Ensuite, 97%, pour ne pas dire tous les éleveurs, reconnaissent l'utilité des informations auxquelles ils ont accès. Donc, ils ont accès à certaines informations. Pour eux, c'est extrêmement important, mais il peut même y en avoir encore d'autres, etc. Et il y a aussi, on le verra après, la question de l'accès, comment avoir accès à ces informations auxquelles ils ont accès ou dont ils ont besoin. Et troisième conseil, également le bouche à oreille. 90% d'entre eux utilisent ce moyen, etc. Mais ce n'est peut-être pas le moyen le plus efficace, mais c'est important de le relever maintenant.
Donc, partant de ce constat, on peut alors faire notre proposition. OK. Il s'agit donc de mettre à la disposition des éleveurs et éleveuses, et cela en utilisant des supports digitaux, des données liées d'une part à des modules de formation et d'autre part à des thèmes d'information. Et si on le fait, les retombées, j'ai envie de directes et évidentes se déclinent en 3. Il y a l'amélioration, la réactivité décisionnelle, donc ils pourront prendre des décisions vraiment en temps réel. Dès qu'il y a un problème donné, ils ont l'information et directement, ils peuvent agir. On leur dit par exemple que, oh, attention, il y a une épidémie à tel niveau, etc. Directement, on peut prendre les mesures idoines. Ou alors, il y a telle opportunité commerciale. OK, directement, on entre en contact avec les acteurs de cette opportunité pour écouler nos bêtes, etc. Donc ça, c'est la première retombée évidente. La deuxième retombée évidente, c'est une meilleure compréhension des facteurs clés de succès de leur exploitation. OK. À un certain moment donné, le focus, ça peut être, par exemple, sur une certaine catégorie de poules, alors que c'est une autre catégorie qui est très demandée sur le marché à un moment donné, etc. D'où l'importance, donc, de la formation, etc., pour savoir quels sont les véritables drivers, quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour gérer notre exploitation de manière efficace. Et troisième retombée évidente, c'est l'amélioration de l'efficacité commerciale des éleveurs afin évidemment d'augmenter leurs revenus. Efficacité commerciale, ça permettra par exemple d'avoir une meilleure planification de notre exploitation pour être en phase peut-être avec le cycle commercial de nos débouchés, c'est un exemple, etc. Ou alors trouver le juste prix pour écouler notre production, etc. Mais pour cela, il faut évidemment qu'on ait accès à l'information, qu'on ait accès à la formation, etc. D'où cette première proposition. OK. Ensuite, il y a les modalités pratiques. OK. C'est bien, ça, c'est une proposition. Mais de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que certains outils digitaux soient identifiés. Et là, il y a des outils pour usage individuel, comme le smartphone, donc pousser la pénétration. Et des outils d'utilisation, j'ai envie de dire, de groupe. C'est le cas, par exemple, des ordinateurs, des tablettes, etc., qui pourront être utilisés dans le cadre des associations. Il y a les modules de formation, la forme des modules de formation et des thèmes d'information. Il peut s'agir de messages longs, par exemple, ou de messages courts. Des messages longs, un exemple, par exemple, c'est que chaque lundi, il y a, par exemple, le conseil de la semaine. Donc, on dit, par exemple, que ça peut faire l'objet d'un module de formation. Chaque lundi, chaque éleveur, chaque éleveuse reçoit dans son téléphone, etc., sous forme de paragraphes, etc. OK, le conseil de la semaine, lié donc à l'exploitation technique de son business ou bien aux opportunités commerciales, etc. Ça peut être des messages courts sous forme de SMS, messages d'alerte, par exemple, il y a une épidémie, des choses comme ça, etc. Et directement, allez, l'éleveur ou l'éleveuse reçoit le message sous forme de SMS dans son téléphone, etc. Il y a les données et les informations, OK, qui seront évidemment systématiquement en langue française, etc. Mais il y a également les langues locales qu'il faudra considérer. Quand on parlait de l'analphabétisation, c'est parce qu'il y a certains éleveurs qui ont du mal effectivement à s'exprimer ou à lire en français, etc. Et donc, il faut certains messages en langue locale également, etc. OK. Et là, nous parlons beaucoup plus donc des flux, j'ai envie de dire, verticaux, ascendants ou descendants, etc. Mais au niveau des éleveurs, entre eux, il y a des échanges d'informations, des échanges d'expériences, etc. Et au lieu que ça touche 2 ou 3 personnes, ce serait l'opportunité, à travers les outils digitaux, de toucher le grand nombre à travers la création, par exemple, de groupes dans les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est quelques modalités pratiques. Et évidemment, il faut en trouver d'autres, mais quelques modalités pratiques qui permettent de comprendre comment cette initiative de digitalisation des flux hybrides d'information de formation pourrait être mise en œuvre. Okay. Ensuite, nous présentons ici quelques modules. On parle de formation, etc., mais le contenu de la formation, de quoi s'agit-il? C'est vrai que dans le cas du quiz, nous avons près de 80% d'entre vous ont pu identifier la formation professionnelle comme la priorité, mais il y en a d'autres exactement. Et quand on parle de formation professionnelle, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et puis, il y a également les thèmes d'information. Donc, il y a 4 grandes catégories de modules de formation. Formation professionnelle, formation à la technologie, d'éducation financière, développement de partenariat. Et chaque module, donc, sera
splittés en sous-thèmes. Dans le rapport détaillé, vous verrez qu'à la fin, il y a pratiquement une cinquantaine de sous-thèmes. On en présente juste quelques-uns de manière indicative. Formation professionnelle, c'est par exemple la constitution d'un cheptel, comment alimenter, comment vacciner les animaux. Au niveau de la formation à la technologie, la typologie des outils digitaux, il y a les bases fonctionnelles, hein, comment utiliser tel ou tel outil pour faire quoi exactement. Au niveau de l'éducation financière, là, c'est extrêmement large. Hein. C'est, par exemple, comment gérer sa trésorerie pour avoir des réserves trésorerie, mais également pour procéder à certains placements. C'est un exemple. Quels sont les types de produits financiers auxquels on peut avoir accès, des choses comme ça, etc. Au niveau du développement de partenariat, quels sont les types de partenaires qu'on peut contacter pour une problématique bien définie. Ça peut être une problématique financière de recherche de fonds, mais ça peut également être une problématique technique pour mieux gérer l'exploitation ou même commerciale pour mieux écouler nos bêtes, nos œufs, des choses comme ça, etc. Et il y a même le montage d'une demande de partenariat. Une fois qu'on a identifié un partenaire, maintenant, il faut que le dossier soit bien monté. Et là, il y a donc des compétences techniques, mais également des compétences marketing qu'il faut avoir pour bien vendre, entre guillemets, donc notre offre. À côté donc, des modules de formation, il y a des thèmes d'information. Là également, il y en a beaucoup. On en a juste cité quelques-uns à titre indicatif. Par exemple, les informations sur les changements de prix, les conditions du marché, la santé des animaux, les opportunités de crédit, des alertes sur la sécurité, prévisions météorologiques, etc. Et là, une fois de plus, à travers les outils digitaux, l'information pourra être véhiculée presque en temps réel, etc. Soit de manière ad hoc, en fonction d'une problématique bien spécifique, soit de manière régulière, chaque lundi, par exemple, par rapport à un thème bien donné, etc. Là, donc, voilà résumé donc l'initiative, la proposition de digitalisation des flux hybrides d'information et de formation. Maintenant, juste pour terminer, cette recommandation, cette proposition, il y a le cas particulier des femmes dont nous parlions tantôt, etc. Et là, autant tout ce qui a été proposé s'adresse aux femmes, mais en plus de ça, il y a quand même des petites choses spécifiques qu'il faut mettre en place pour réduire les inégalités. Nous avons pris le cas des femmes, et dans le rapport, vous avez également le cas des jeunes. Cas spécifique des femmes. Constat d'abord, c'est que 18% des éleveuses ont le niveau secondaire ou plus. Une manière de dire que plus de 80% des éleveuses ont le niveau primaire tout au plus. Et certaines d'entre elles n'ont même pas le niveau primaire. Ça, c'est important. Autre chose également, c'est l'accès au crédit bancaire. Nous avons vu que c'est un gros problème, l'accès au crédit au niveau des éleveurs de manière générale, mais c'est encore plus patent chez les femmes. 6% seulement d'entre elles ont accès au crédit bancaire. D'ailleurs, il y a l'association des éleveuses de volailles de Petwende qui disent par exemple que les femmes et les jeunes n'ont pas accès aux prêts et au financement. Il y a d'autres verbatims comme ça qu'on peut citer. OK. Donc ça, c'est le premier constat, j'ai envie de dire négatif, mais qu'il faut considérer. Deuxième catégorie de constat, c'est que 74% des femmes utilisent le téléphone pour s'informer sur les maladies des animaux. La priorité pour les femmes en matière d'information, c'est d'abord cela. Donc, il faut considérer cela. Parce que lorsqu'on parle de formation, la première chose, c'est déjà former des participants sur ce qui les intéresse, bien que c'est utile. Et ensuite, alors maintenant, introduire des modules qui, a priori, ne leur parlent pas, mais qui, sur le long terme, leur est également utile. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Ensuite, 69% des éleveuses de volailles souhaitent être formées à la technologie. Ils savent que les outils digitaux, très important. Mais maintenant, comment utiliser ces smartphones, etc. Comment exploiter l'étendue, la richesse des fonctionnalités de ces outils digitaux, c'est l'une de leurs préoccupations. Donc là, nous avons pêle-mêle comme ça présenté cinq propositions, etc. Déjà, lever l'obstacle de l'analphabétisme par des modules de formation audio et vidéo, etc. Donc, ça sera plus forcément un texte. Parfois, à travers certains modules vidéo et audio, parfois même en langue locale, etc., le contenu de la formation peut être mieux appréhendé, etc., mieux assimilé. Ensuite, il y a accélérer l'adoption de l'usage du mobile money. Et là, il faut à tout prix donc le support des opérateurs téléphoniques à travers des offres ciblées, personnalisées, de customer life cycle value, des petites choses comme ça, etc., et qui vont s'adresser spécifiquement à notre cible, dont les femmes, les éleveuses de volailles et de bétail viande. Il y a la promotion donc de l'accès au crédit par la diffusion d'informations sur les possibilités. Si les femmes n'ont pas d'informations
sur les possibilités de crédit, bien entendu, elles ne pourront pas avoir accès au crédit. Donc, il faut déjà qu'elles sachent tout ce qui est possible à leur niveau. Il peut y avoir des crédits de financement du fonds de roulement de l'activité au jour le jour. Il peut y avoir des crédits plus long terme pour financer la croissance, etc. Il faut qu'elles aient toutes ces informations, de même que les taux, des choses comme ça, pour qu'elles puissent procéder à des comparaisons, des choses comme ça, et ce qui leur permettront donc de mieux cibler leurs demandes, etc. On doit également imposer des quotas et des minima pour les femmes dans les programmes de formation, et enfin assouplir les conditions d'accès au crédit spécifiquement pour les femmes. Peut-être qu'il y a un peu moins de permissions, etc. Peut-être demander un peu moins de garantie, que les conditions ne sont pas trop strictes, trop rigides, etc. Donc voilà, pêle-mêle, quelques propositions pour tenir compte du cas spécifique des femmes. Donc là, avec ça, nous finissons. Jean-Jacques? J'ai perdu la connexion. Jean-Jacques, si vous me recevez, nous avons perdu. Là, ça marche. Allô? Allô? Oui, allô? C'est bon, on vous entend. Ok, excusez-moi, il y a une petite coupure au réseau. Donc, nous disions donc que nous avions présenté donc la première initiative, la première proposition de digitalisation. Ok, il s'agissait donc des flux hybrides d'information et de formation. Ok, maintenant, c'est la deuxième proposition, la digitalisation des flux de paiement. Là, comme dans le cas précédent, partons d'un constat. Constat d'abord que les éleveurs se plaignent régulièrement des conséquences des règlements à crédit, dont certains d'entre eux ne sont pas payés ou alors sont payés en retard, et ça crée donc des tensions de trésorerie à leur niveau. Il y a le cas des vols, parce qu'ils manipulent beaucoup de cash. 100%, pratiquement tous les éleveurs, de toute façon, reçoivent des paiements en cash, et très peu d'entre eux, à côté de ça, reçoivent d'autres formes de paiement, etc. Donc, partant de ça, donc, on voit qu'il y a des opportunités en matière de digitalisation des flux de paiement. Et donc, ça peut prendre la forme suivante. OK, il s'agit donc de procéder à une centralisation des règlements des acheteurs et un transfert aux éleveurs selon une périodicité bien définie et à l'aide de supports digitaux. Donc, transfert donc de ces règlements. Et là également, il y a 3 retombées évidentes. La première, c'est l'amélioration des prévisions de trésorerie, parce qu'on sait exactement à quel moment on est payé. Ensuite, il y a la constitution de réserves de trésorerie qui pourront produire donc des revenus passifs, on verra comment. Et puis, il y a la réduction des pertes liées au vol, etc., parce qu'il n'y aura plus
autant de cash à manipuler grâce évidemment aux outils digitaux, etc. OK. Là, une fois de plus, il faut ensuite donc voir en fait les modalités. Donc, en quoi est-ce que ça va consister? Il faudra donc créer un organisme qui jouera le rôle de centralisateur. Et cet organisme, ça peut être un organisme physique, mais ça peut également être un organisme virtuel, une marketplace. Mais dans les deux cas, de toute façon, il faudra que ce soit digitalisé. Il y a par exemple l'exemple d'AgriBros dans le domaine de l'agriculture au Congo qui fait déjà des choses dans ce sens, etc., et qui peut constituer donc une expérience à vivre, etc. Ensuite, en matière de modalités, il faudra que cet organisme dispose évidemment d'une banque de données recevant donc des informations des différentes parties. Et ça va permettre donc de dynamiser la relation entre les différents acteurs. Il faudra que la périodicité des règlements aux éleveurs soit bien définie. Il faudra également qu'un compte de mobile money ou une autre formule digitale soit ouvert pour chaque éleveur afin qu'il puisse percevoir évidemment ces règlements. Et puis, on parlait de revenus passifs tantôt. Il faudra également voir dans quelle mesure le compte peut être rémunéré pour générer d'autres revenus qui pourront permettre d'augmenter un peu les 56 000 francs CFA par mois qu'on a vu tout à l'heure, etc. Et là, ce sont des initiatives que les opérateurs télécoms ont déjà un peu partout en Afrique, etc. Donc, ça sont les modalités de mise en œuvre et évidemment, il y en a d'autres qu'on peut imaginer. OK. Mais cela, tout cela, ça ne peut marcher que si certains risques, si certaines conditions permissives de succès sont considérées. La première, c'est la pénétration des smartphones. Il faut déjà pousser la pénétration du smartphone, de même que du mobile money, etc. Smartphone, parce que ça sera vraiment l'outil digital clé, etc. Ensuite, il faudra que l'entreprise de produits financiers retenus puisse accorder certaines facilités. Ça peut être des offres spéciales, ça peut être la rémunération du solde, etc. pour les revenus passifs. Et il faudra également, pour faire vivre, donc, créer une certaine dynamique, que les différents acteurs mettent toutes les informations nécessaires à la disposition de l'organisme de centralisation et de paiement. Donc ça, c'est 3 conditions permissives de succès et bien entendu, il peut y en avoir d'autres, etc. Et là, c'est pour que cette digitalisation des flux de paiement soit un véritable succès, etc. Donc là, nous arrivons donc à la fin de cette présentation vraiment sommaire, un sommaire des résultats de cette étude 360 degrés sur la filière élevage, c'est-à-dire viande bétail et volaille du Burkina Faso, etc. Et si vous le permettez bien, nous allons donc passer à la phase des questions et réponses. Allô? Merci, bon, si vous... merci. Okay. Merci bien pour cette présentation. Et je n'ai aucun doute que nos chers participants ont pris plaisir à donc suivre la restitution de cette étude sur les opportunités de digitalisation de la filière élevage, volaille et bétail viande au Burkina Faso. Encore merci à vous, chère équipe Amarante, pour cette brillante présentation. Alors, nous passons à la série donc de questions-réponses. Je pense que nous avons des partenaires ici en ligne. On pourra peut-être les demander juste avant de prendre les questions. Donc, on pourra leur demander, leur arracher un mot s'ils sont disponibles. Alors, je vois ici Monsieur Gigimde. Est-ce que Monsieur Gigimde est en ligne? Oui. Oui, ah, ok, d'accord. Allô? Oui, je suis là, oui. Juste ok, alors donc, un petit instant. Monsieur Gigimde est le directeur général du développement de l'industrie numérique. Alors, nous allons lui arracher quelques mots donc, de cet atelier-là. À vous, Monsieur Gigimde.
Bon, c'est vrai que j'étais plus participant, hein. En tout cas, merci beaucoup de me donner la parole. Et lorsque j'ai vu en tout cas l'invitation sur les discussions qui devraient avoir lieu sur les questions de digitalisation, en tout cas de la filière élevage, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'aujourd'hui, nous regardons en tout cas l'ensemble des secteurs d'activité pour voir dans quelle mesure on peut accélérer ces questions de transformation digitale. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, toutes les présentations et les discussions me rassurent en tout cas sur la vision et la dynamique. Et je voudrais en tout cas féliciter le présentateur pour cette présentation et vous dire merci en tout cas pour ces opportunités que vous nous donnez. Et je crois qu'au niveau du ministère, nous sommes disponibles en tout cas à accompagner toutes ces initiatives avec les ministères sectoriels concernés. Ici, le ministère de l'élevage, en charge de l'élevage. Et je pense que je n'aurai pas en tout cas grand-chose à dire, mais vraiment montrer notre disponibilité à accompagner en tout cas la mise en œuvre de toutes ces initiatives. Merci. Merci bien, Monsieur Guigindé. Alors, on va demander à Monsieur Yen, je ne sais pas s'il est en ligne, Monsieur Yen. Monsieur Lin Yen, est-il en ligne? Non? Non, Monsieur Yann n'est pas là. D'accord. Alors, je trouve que, Jean-Jacques, je pense que votre atelier, votre présentation était tellement claire, parce que là, j'ai juste pas de questions ici à mon niveau. Est-ce qu'il y a des participants qui aimeraient peut-être, qui n'ont pas inscrit leurs questions et si jamais il y en a qui ont des questions, ils peuvent peut-être lever la main pour qu'on puisse leur donner la parole. Oui, je vois Monsieur Chombiano. Monsieur Chombiano, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, nous entendons. Allez-y, Monsieur Chombiano. Ok, merci donc au présentateur. Moi, c'est Chombiano Sylvain du PNUD Burkina, chargé du programme énergie au PNUD. Alors, j'ai suivi avec un grand intérêt donc la présentation. J'avais juste quelques questions de compréhension à poser. La première a lieu à trait à au début de la présentation, il semblait avoir dit que la filière élevage comportait deux sous-secteurs, bétail, viande et volaille. La question que je voulais poser, c'est cette étude qui a choisi ces deux filières, ces deux sous-secteurs de la filière élevage, ou bien la filière élevage ne comporte que ces deux sous-secteurs, parce que c'est ce que je semble avoir compris dans sa présentation. Ensuite, au niveau de la carte des régions, alors, je vois qu'il y a quelques erreurs qui se sont glissées parce que j'ai vu que l'Obritenga a été coché comme faisant partie du centre-sud ou quelque chose comme ça. Il y a des erreurs au niveau de la carte des régions à corriger. Parce qu'on a approché des régions, des localités qui ne sont pas dans les régions concernées. Il faudrait revoir cela. Alors, dans la diapo aussi, sur la filière bétail-viande, j'ai vu apparaître les laiteries. J'aimerais comprendre un peu quelle est l'interaction des laiteries dans le flux de la filière bétail-viande. J'aurais pu comprendre les fermes, mais les laiteries, en quoi est-ce que les laiteries sont concernées par le flux de la filière bétail-viande? J'aimerais avoir peut-être une explication plus approfondie à ce niveau-là. Et ensuite, l'avant-dernière préoccupation concerne alors les flèches dans le flux de la filière volaille me posent problème. Je ne sais pas si c'est moi j'ai mal compris ou pas,
mais j'aurais dû comprendre les flèches en sens inverse. Mais le sens des flèches dans le flux là me pose un petit problème. Peut-être que si j'ai des explications, je vais mieux comprendre. Enfin, j'ai vu glisser quelque part que poids est dans la région du centre-est. Je ne sais pas si c'est beaucoup de poids, mais poids volaille que je connais là est dans la région du centre-ouest. Je ne sais pas si là aussi j'ai bien vu la présentation. Bon, pour l'instant, je limite mes questions là et je rebondirai après si j'ai l'opportunité. Merci. OK. Allô? Oui. Allô? Oui, OK. OK, merci pour la question. OK. Lorsqu'on parle d'élevage, évidemment, je veux dire, les sous-secteurs sont extrêmement, extrêmement nombreux. Mais dans le cas de cette étude, c'est un choix volontaire, effectivement, qui a été fait de nous focaliser sur viande, bétail et volaille. Mais c'est clair que le spectre de tout ce qui a trait à l'élevage est extrêmement vaste. Donc là, c'est un choix volontaire. OK. Ensuite, s'agissant de la carte, oui, effectivement, c'est une coquille, donc ça sera corrigé donc, avant que ce soit popularisé, etc. Ça sera corrigé, ne vous inquiétez pas à ce niveau. OK. Maintenant, s'agissant de laiterie, en réalité, c'est dans le sens des produits dérivés, un peu comme il y a les œufs au niveau de la filière, volaille, etc. Donc, laiterie, en ce sens que les éleveurs peuvent également entrer en contact avec les laiteries, donc mettre avec les transformateurs de lait. Hein, vous voyez, le lait de vache, comme on dit souvent, le lait de vache ou bien le lait des autres animaux de bétail, etc., pour que ce soit ensuite également vendu dans le marché local. Vous voyez un peu. Donc, c'est en ce sens que les laiteries sont concernées ici. Maintenant, pour les flèches, effectivement, il y a une petite coquille qui s'est glissée au niveau de la filière volaille. Lorsqu'on voit, par exemple, consommateurs nationaux, marchés locaux, etc., les marchés locaux, en réalité, non. En réalité, même, c'est de ça dont il s'agit. Donc, quand vous voyez, par exemple, consommateurs nationaux, marchés locaux, la flèche est dans le sens marché locaux, en ce sens que les consommateurs vont dépenser de l'argent qu'ils vont remettre aux acteurs des marchés locaux. Les marchés locaux, eux, vont, par exemple, s'approvisionner au niveau des marchands de poulet. Donc, le sens de la flèche, c'est le sens du règlement. Je règle vers qui? Voyez un peu. Donc, il y a une flèche marchés locaux vers marchands de poulet parce que les acteurs des marchés locaux vont verser l'argent au marché de poulet. Consommateurs locaux vers consommateurs nationaux, autant pour moi, vers marchés locaux parce que c'est le sens donc du transfert de règlement. Éleveurs locaux vers fournisseurs de produits vétérinaires parce que c'est le sens de circulation de l'argent. Collecteurs vers ferme poulet de chair parce que c'est le sens de circulation de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Le sens de la flèche. Et c'est le même esprit au niveau de la sous-filière viande bétail. Allô? Allô? Oui, je vous suis. Oui, je vous suis. Ah oui, voilà. OK. Donc, le sens de la flèche, c'est le sens de circulation, si vous voulez, du règlement de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce graphique-là. Donc, les intermédiaires, par exemple, toujours au niveau de la filière volaille, vont verser de l'argent auprès des collecteurs, puisque les collecteurs leur ont donné de produits, etc. Et verseront également de l'argent auprès des organismes tels que les mairies, les impôts, des choses comme ça, etc. C'est comme ça qu'il faut comprendre les flèches vertes. Mais comme vous l'avez dit au niveau de la carte, nous allons essayer de corriger la coquille, etc. Merci Jean-Jacques. Merci M. Tombrano pour vos questions et remarques. J'espère que Jean-Jacques a répondu, n'est-ce pas? Les réponses ont été satisfaisantes. Alors, j'ai M. Guigimde qui avait également la main levée. M. Guigimde, allez-y. Oui, allô. Merci beaucoup. J'avais juste en fait deux questions, une question de compréhension et un commentaire. Alors, le premier élément, c'est par rapport à lors de la présentation des flux financiers qui ont été faits, la digitalisation des flux de paiement, plus précisément,
il y a un point qui notifiait en fait la possibilité de renumérer, je suppose, de créditer un compte en fonction du solde disponible sur une période. Je n'ai pas très bien compris cette partie. J'aimerais quand même qu'il puisse nous expliquer davantage ce point. Le deuxième élément, en fait, c'est dans toujours le flux des paiements, il y a la question en fait de la création d'un organisme pour justement faire toute l'agrégation en fait du flux des données, un peu comme une base de données centrale, une banque de données. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de certaines technologies émergentes telles que la blockchain, la question du tiers de confiance est gérée autrement peut-être, et ça permet souvent même la suppression en fait des intermédiaires en garantissant justement la sécurité même des transactions. Je ne sais pas, est-ce que la nécessité en fait de la création d'un tel organisme est pertinente ici, juste pour comprendre. Merci. Ok, merci pour la question. La deuxième question, effectivement, est d'une pertinence, on ne peut plus avérer, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. S'agissant de la première question, la rémunération, ce que j'ai appelé les revenus passifs, a été de plus en plus, les opérateurs télécoms essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent accélérer la pénétration et l'adoption donc de leurs solutions de mobile money, Orange Money, toutes ces choses-là, etc. Et l'une de ces initiatives a trait donc à la rémunération du solde. Donc, à un certain moment donné, vous décidez, par exemple, de bloquer dans votre compte mobile money un certain montant, par exemple 50 000 francs, c'est un exemple, pendant un mois. OK. Et parce que ça a été bloqué pendant un mois, vous êtes rémunéré là-dessus. Peut-être on vous donne peut-être 2 000 francs, 5 000 francs, quelque chose comme ça, etc. Donc, c'est ça dont il s'agit. Donc, ça va pousser la pénétration parce que les éleveurs vont se rendre compte que, OK, mobile money, ça permet de faire certaines choses, mais ça permet également d'épargner et de voir notre épargne rémunérée. Donc, les anglo-saxons parlent à ce niveau de digital savings, des choses comme ça, etc. Donc, ça, c'est pour ces revenus passifs-là. Maintenant, par rapport au deuxième élément, par rapport à la deuxième question, effectivement, on parle de plus en plus de ce problème en fait, de ces initiatives de crypto-monnaie, de blockchain, toutes ces choses-là, etc. Donc, qui permettent donc juste à un groupe d'acteurs, etc., de faire circuler donc une certaine monnaie virtuelle entre eux, des choses comme ça, etc. OK. Mais il faut savoir qu'il y a une étape. Là, nous sommes dans une situation où certaines personnes sont au niveau zéro, presque au niveau zéro de la maturité digitale. Donc, ça fait qu'il y a certaines initiatives qu'il faut mettre à leur disposition. Et ensuite, alors maintenant, au fur et à mesure, cette maturité digitale va s'accroître, etc. Certains d'entre eux, ou même certains groupes, etc., pourront avoir accès donc à d'autres organisations, etc., créer même à très long terme, etc., pourquoi pas même leur crypto-monnaie, comme ça se voit un peu partout maintenant, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, nous sommes en face de personnes qui sont vraiment au niveau basique de la maturité digitale. Donc, ça fait qu'il faut d'abord un organisme comme ça qui leur permette de développer un peu ce digital mindset, etc. Et c'est après ça alors qu'ils pourront aller vers d'autres solutions. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est un point très important et qui demande quand même une réflexion, etc. D'où la recommandation sur le socle lorsqu'on parle de modernisation de la chaîne, de la filière, etc. Ce sont des réflexions comme ça qui doivent être menées, etc. Parce qu'il y a des opportunités, mais il y a également des risques. Il faut que tous les acteurs soient au courant des deux, des opportunités et des risques. OK. Merci. Merci, M. Guindé. J'espère que la réponse est satisfaisante. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai une autre question. Jean-Jacques? Oui. Avez-vous pu identifier des acteurs technologiques fintech, local ou régional à mesure d'apporter des solutions utiles aux éleveurs? OK. Nous, c'est bon la question? Oui, c'est bon. Oui. Ben, c'est anonyme, donc c'est pas Voilà, OK. Certains, c'est dans malheureusement, c'est pas ici, c'est dans le rapport détaillé. Certains ont été identifiés en tant qu'acteurs, mais ils n'ont pas été approchés dans le sens, OK, il y a par exemple les acteurs de telle filiale, etc. Est-ce que vous pourrez mettre en place des solutions
solutions de financement digital à leur niveau, etc. Donc, ça fait que ce travail terrain de mise en contact ou alors de création d'une opportunité de digitalisation des filières à travers les fintech n'a pas été abordé avec eux. Mais par contre, il y a certains d'entre eux qui ont été identifiés là-bas dans le cas du Burkina Faso. Donc, lorsqu'on parlera, par exemple, des modalités de mise en œuvre, par exemple, des initiatives de digitalisation, c'est à ce niveau que ce travail sera fait. Mais c'est un point effectivement très important au niveau des modalités de mise en œuvre. Merci Jean-Jacques. OK, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions des participants? Questions, commentaires? Non? Alors Jean-Jacques, je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot. Non, en fait, je vous remercie tous, tous pour votre présence et votre soutien, parce qu'il y a évidemment le soutien de UNCDF, nous le savons, le soutien latéral donc, de tous nos collègues d'Amarante, etc. Et puis tous ceux qui ont également répondu présents physiquement et virtuellement, etc. Et de même que les questions qui ont été posées, qui nous permettront de nous améliorer, etc. Et puis de corriger peut-être des petites choses qui ne peuvent pas manquer d'être corrigées, etc. Donc, maintenant, j'espère que cette présentation ou alors cette étude permettra donc de placer donc la filière élevage au Burkina Faso à un niveau, j'ai envie de dire, supérieur, etc. Bon. OK, donc c'est tout pour moi. Merci Jean-Jacques. Merci, chers participants. Merci à chacune et chacun pour votre participation. Et nous, ici à UNCDF, nous souhaitons vraiment qu'il y aura une opérationnalisation de toutes ces recommandations qui ont été présentées donc aujourd'hui à l'issue donc de cette étude. Voilà, donc notre atelier prend ainsi fin. Nous vous souhaitons bon après-midi et à très, très bientôt.